Bienvenue au bistrot, c'est l'heure de spéculer, de se raconter des belles histoires. On va essayer de pronostiquer, de donner notre avis sur les quarts de finale de Roland-Garros. Hommes, femmes, alors bouge pas, ça commence tout de suite. Je sais que c'est des vidéos qu'on adore, que vous adorez, que j'adore, qu'on adore faire entre potes. On va spéculer, on va se raconter des histoires, alors que tout ce qu'on va raconter, bah rien de tout ça va arriver. Voilà, c'est le principe de se lancer, de se jeter, d'essayer de pronostiquer ce qui va se passer dans le futur. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais avant d'écouter mes pronos pour les quarts de finale, je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo, et maintenant, on peut y aller. On va commencer avec les dames. Avec les dames, évidemment, honneur aux dames, parce que ce tableau féminin, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, et on va prendre les matchs dans l'ordre du tableau, tout simplement. On va commencer avec ce Sabalenka-Zeng. Sabalenka numéro 1 mondial, ma favorite avant le tournoi, et Zeng, qui vient de gagner les Jeux Olympiques à Paris, qui était sur une dynamique un petit peu compliquée. C'est un match, j'ai envie de dire. Alors, au moment où je fais cette vidéo, je ne connais absolument pas du tout les codes de quoi que ce soit. Je ne sais pas qui est favori dans quel match, ni dans quel pourcentage, etc. C'est vraiment juste pour s'amuser. C'est vraiment juste pour vous donner mon avis. Et ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. J'en profite parce que j'ai beaucoup d'autodérision, on va dire. Petit bug de micro, on peut reprendre. Il est vrai que j'ai beaucoup d'autodérision et que j'avais pronostiqué n'importe quoi avec Corentin Moutet face à Novak Djokovic en disant qu'il avait 25% de chances de gagner. Effectivement, on était très loin. Mais comme je ne regarde pas ce qui se passe autour, je donne vraiment mon avis personnel et mon sentiment personnel. Sabalenka Zeng, pour moi, à l'image de leur head-to-head où Sabalenka mène 6-1 contre la chinoise, et leur dernier affrontement, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était à Rome il y a quelques semaines, bah, Sabalenka va s'imposer, et pour moi 2-7-0, parce que je la trouve impressionnante, je trouve qu'elle domine, qu'elle maîtrise bien son sujet, et que Qinwen Zheng n'est pas du tout le style de joueuse qui peut la déranger. Elles ont un petit peu la même filière, et globalement, Sabalenka, j'ai envie de dire qu'elle est en mission un petit peu, vous savez, comme quand Rafael Nadal n'était pas dans une bonne année, et que tout le monde se disait, ça y est, c'est notre chance cette année, et bien avec Swiatek, c'est un petit peu ce qui se passe, et je pense que Sabalenka, c'est la numéro 1, c'est incontestable, mais que cette chance, elle doit essayer de saisir cette opportunité, et elle va remporter son match. Transition toute trouvée avec Svitolina Swiatek, je pense que la belle histoire va s'arrêter pour Svitolina, passer tout proche du précipice face à Paolini, mais Swiatek, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça l'a relancée, et que mine de rien, elle m'inquiète encore plus qu'avant. Parce qu'après avoir eu un match très compliqué face à Rybakina, elle peut très clairement avoir lancé son tournoi. Et donc, à partir de là, je la vois battre Svitolina et on aura une demi-finale XXL entre Sabalenka et Swiatek. Victoire 2-7-0 aussi pour Swiatek. On descend, Mirandreva face à Loïs Boisson, notre française. Malheureusement, j'ai envie d'y croire, mais je pense qu'il n'y a plus d'essence dans le moteur. Et si Loïs Boisson, et je pense qu'elle reviendra très très forte l'année prochaine, mais si elle avait un petit peu plus d'essence dans le moteur, elle aurait pu déranger Andreeva, qui va contrer, qui va s'appuyer sur sa balle, mais qui va la faire jouer un coup de plus, deux coups de plus, et qui va la pousser à l'erreur. Andreeva va dominer la diagonale revers très clairement, et va la punir dans ses décalages coups droits, puisque Boisson va faire énormément de décalages coups droits, sauf que Andreeva, bah, les revers longue ligne, c'est son dada, et elle va la punir, elle va lui mettre, je pense, 2 petits sets. Dernier affrontement, Keys contre Gauff. Et là, c'est intéressant parce qu'on a un affrontement où Keys mène 3-2 face à Coco Gauff. Et la dernière fois qu'elles se sont affrontées, c'est sur terre battue, mais il y a un an à Madrid, dans des conditions différentes. J'ai l'impression un petit peu que c'est une pièce en l'air. Petit avantage, j'ai envie de dire à Coco Gauff, mais il va pas falloir qu'elle la joue trop défensive. Certes, Coco Gauff a des qualités athlétiques exceptionnelles, elle va être capable de défendre, de faire jouer un coup de plus. Il va y avoir un facteur aussi hyper important, c'est la capacité à bien servir et à pas s'exposer, parce que si Coco Gauff ne passe pas de première, Madison Keys va exploiter la deuxième balle de l'américaine et ça peut faire filoche. Donc à partir de là,
Petit avantage à Coco Gauff parce que Madison Keys peut très bien faire 50 fautes directes, mais si Coco Gauff est en difficulté et en délicatesse avec sa mise en jeu, ça peut être très compliqué pour elle. Madison Keys, sur terre battue, mine de rien, c'est une surface où elle a énormément de temps pour ses grands gestes avec beaucoup d'amplitude, une très bonne frappe en coup droit et en revers, mais surtout en coup droit. Donc j'ai hâte de voir ce match. Je dis 2-1 pour Coco Gauff, mais sans vraiment de certitude. C'est un match qui peut se dérouler 7-6 au troisième set. Ça va être très compliqué. Sans transition, on passe au match homme. On est au PMU, on prend une bière, on continue de se raconter nos vies, et on est là, premier affrontement, pareil, on va aller dans l'ordre, Sinner face à Bublik. Alors là, beaucoup peuvent se dire, voilà, Bublik, c'est un joueur, bah, pas comme Lechka, pas comme Rinderknecht, pas comme André Roublev, il va apporter de la variation, c'est vrai. Mais est-ce que Bublik va pouvoir réellement installer et proposer un jeu de variation à Sinner? Je ne pense pas. Sinner joue tellement vite que Bublik va avoir énormément de difficultés à coller sa ligne de fond de cours. Il va être acculé, il va devoir subir, et les amortis qu'il maîtrise très bien sont amenés à être un coup offensif. Et là, il ne va pas pouvoir les jouer de façon offensive. Il va subir, et s'il ne sert pas à la perfection, il ne pourra même pas emmener Sinner sur un tie-break un petit peu loterie. C'est un petit peu l'objectif de Bublik, essayer d'emmener Sinner sur un tie-break où il va pouvoir un petit peu bluffer, etc. Mais je pense qu'il ne va même pas pouvoir, tellement la balle de Sinner va lui faire mal. Et puis, son tournoi est plus que réussi. Est-ce qu'il va vraiment avoir la dalle de se battre? Je ne suis pas sûr. Victoire 3-7-0 de Yannick Sinner, pour moi. L'affiche la plus indécise de ces quarts de finale hommes et même femmes, j'ai envie de dire tout confondu, Novak Djokovic, Alexander Zverev. 8-5 pour le Serbe entre les deux joueurs. Une filière de jeu qui se ressemble, un revers exceptionnel des deux côtés, un avantage côté coup droit à Novak Djokovic, même si sur terre battue, Alexander Zverev n'a pas à rougir, très clairement. Niveau service, on va être kiff-kiff. On va regarder, c'est surtout marrant de voir que les deux joueurs ne se sont affrontés que 2 fois sur terre battue dans leur carrière. En 2019 déjà, à Roland-Garros, et en 2017, au Master 1000 de Rome. C'est un affrontement, j'ai envie de dire, on prend une pièce, on la lance en l'air et on verra ce qui se passe. Mais j'ai envie quand même de m'appuyer un petit peu sur ce qui s'est passé à l'Australienne. Vous allez me dire, il n'y a eu qu'un set, c'est sur dur, ça n'a rien à voir. Mon ressenti, c'est quand même que Novak Djokovic a joué ce set à fond, puis il a senti que ça allait être compliqué après la perte de ce premier set, il était blessé, etc. Ce que je ressors de ce premier set, c'est qu'on a eu un premier set extrêmement long, fatigant, très physique, avec des longs échanges. Les deux joueurs avaient un niveau très proche, mais est-ce que Novak Djokovic, sur une surface aussi exigeante que sur terre battue, va pouvoir tenir la cadence face au tennis si précis d'Alexander Zverev, puisque Alexander Zverev peut très bien se transformer en métronome et ne faire aucune faute et faire durer les échanges un petit peu à l'image de son match phénoménal en 2022 face à Rafael Nadal, où il nous a prouvé plus d'une fois qu'il pouvait jouer durant des heures jusqu'à cette blessure tragique. Moi, avantage Alexander Zverev, très clairement, sur un match long, sur un match qui peut se dérouler en 3h30, 4 heures, peut-être plus, mais qui ne fera pas forcément 5-7. Je vois bien un 4-7 avec des longs sets. Avec des longs sets où les deux joueurs prennent leur temps, notamment entre les sets, petites pauses, etc. Mais je vois bien Alexander Zverev mieux gérer cet événement. Novak Djokovic, il a joué que des joueurs classés en dehors du top 70 sur ce début de tournoi, donc pas vraiment de repère. Zverev, lui, il a déjà été mis en garde, il a perdu des sets, enfin un set je crois. Il a joué Koboli, c'était un premier vrai test, il l'a éteint. Bon, je pense que Alexander Zverev est en capacité aujourd'hui de battre Novak Djokovic, mais attention à ne jamais sous-estimer le Serbe. Il n'y aura pas de surprise dans un sens comme dans l'autre, mais voilà mon petit pronostic à moi, Alexander Zverev en 4-7, avec un match autour des 3h30. Troisième match chez les hommes, et vous voyez que je perds ma voix, ça devient difficile depuis cette finale de Ligue des Champions, évidemment, où globalement on a tous fait la fête, sauf s'il y a des supporters marseillais qui me regardent, mais grosse force à vous. Musetti face à Tiafoe. Musetti, Tiafoe,
Marrant de voir 3-2 pour Tiafoe, évidemment. Les deux joueurs se sont affrontés une seule fois sur la surface de l'Italien et l'Italien s'en était sorti chez lui à Rome en 2023. J'ai du mal à imaginer Tiafoe exploiter les failles techniques et tactiques de Musetti, à savoir un jeu qui peut paraître passif, très loin derrière sa ligne, même s'il a une bonne main, il ne sert pas assez bien pour exploiter ça. Musetti a une capacité à varier les trajectoires, les zones, les angles qui vont déranger le jeu de l'Américain. Je pense que la deuxième balle de Tiafoe, pareil, va être exploitée par Musetti. Et puis, Tiafoe est un joueur qui ne refuse pas le filet. Et quand Musetti a une cible, il ne rate que très rarement sa cible. Et je pense qu'il va se prendre un nombre de passings exceptionnel durant ce match. J'exclus pas un bon set de Tiafoe qui fait un très bon tournoi. Premier quart de finale à Roland. C'est pour ça que je vais partir plutôt sur un 3-7-1 Musetti, parce que Musetti est un diesel. Depuis le début de ce tournoi, je trouve qu'il met du temps à rentrer dans ses parties, avec un tennis plutôt passif, et petit à petit, il récite ses gammes. Donc je vois bien un Tiafoe lui rentrer tout de suite dans le lard, mais au fur et à mesure du match, Musetti va prendre la température et installer son tennis pour s'en sortir 3-7-1. Dernier affrontement, et peut-être le plus excitant, il est là, le Paul Alcaraz. Clairement, c'est en tout cas l'affiche, moi, que j'attends le plus, puisque Alcaraz, on attend toujours de voir Alcaraz jouer au tennis, et notamment face à Tommy Paul, contre qui il a plutôt du mal avec ce revers très à plat qui le dérange. Tommy Paul est capable de changer de direction très facilement. C'est un joueur très véloce, qui est très rapide et qui va s'appuyer sur la balle d'Alcaraz. Ça ne le dérange pas forcément. Et puis moi, j'ai envie de m'appuyer quand même sur ce quart de finale aux Jeux Olympiques, il n'y a pas très longtemps, à Roland-Garros déjà, où Tommy Paul avait eu le break dans cette deuxième manche face à Alcaraz. Il avait même eu une balle de 7 dans le tie-break de la deuxième manche. Il n'avait pas réussi à la convertir. Et finalement, il s'était incliné 6-3, 7-6. Je pense aujourd'hui que Carlos Alcaraz nous a montré dans ce tournoi de Roland-Garros que c'était un joueur exceptionnel, mais comme on l'a déjà dit, qu'il avait des trous d'air. Pas comme Yannick Sinner depuis ce début de tournoi. Et je pense que Tommy Paul, lui, c'est fatigué, certes, dans ce début de tournoi, mais il s'est aussi rassuré face à Popirine. Il a pu relancer la machine, bien se reposer, et il va arriver en forme face à Alcaraz. Je pense évidemment que Alcaraz va s'en sortir, mais je pense que Alcaraz va s'en sortir au bout du suspense, avec des hauts, des bas, et il s'en sortira au 5e set face à un très bon Tommy Paul qui lui manque de clutchitude, si je peux me permettre. Voilà l'ensemble de mes pronos. N'hésite pas à me donner les tiens en commentaire, on va se régaler. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que les deux tableaux de Roland-Garros sont pas non plus hyper excitants, on n'a pas des matchs références, on ne s'est pas régalé, mais c'est justement pour nous proposer des quarts, des demi et des finales exceptionnelles. Les têtes de série ont globalement tenu leur rang, les meilleurs joueurs sont là. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à se régaler et à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, et moi je te dis à très vite.